Passagers de la nuit, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir autour de 22 h sur les ondes voyageuses de Canal Algérie pour provoquer de nouvelles soirées de débat. Et justement, dans quelques semaines, l'Algérie célébrera encore une fois le mois du patrimoine. C'est bien sûr du 18 avril et ce jusqu'au 18 mai prochain. Cela nous a donné envie donc justement de provoquer ce débat autour d'autres questions pour écouter de nouveaux discours à travers une thématique, patrimoine, un grain de poésie dans un monde de béton. Alors tout naturellement, vous pouvez poser toutes vos questions sur la page bien sûr de l'émission cultureclub@1tv.dz. Et pour cette autre vol de nuit, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Halim Faïdi. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous retrouver, cher ami. Vous êtes aussi pluriel que le grand curieux que je suis. Architecte, urbaniste, on vous doit entre autres la transformation des galeries algériennes bien sûr en musée d'art moderne et contemporain, le siège du ministère des Affaires étrangères. Vous avez été médaillé de l'Académie française d'architecture, le prix du président de la République. Faut-il également rappeler que vous êtes un expert international donc à l'Union africaine et vous disiez lors d'une interview ici même, on peut fabriquer un projet de société en fabriquant un projet de ville. Qu'en est-il de la ville d'Alger, d'Oran, de Constantine par rapport donc justement à ce chamboulement architectural mais également urbanistique? Eh bien, nous reviendrons sur cette question mais également sur d'autres à travers les réactions de nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. D'autres invités, d'autres discours mais également d'autres questions à travers le regard de notre deuxième invité qui n'est autre que Karim Bourfouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte, vous avez été élève de Jean-Jacques Deluz, qui est une véritable référence pour celui qui vous fait face. J'ai retrouvé un de ses livres qui nous a dédicacé ici même il y a quelques années, Fantasmes et réalité, réflexion sur l'architecture, un ouvrage plus actuel que jamais. C'est un ouvrage qui a été édité chez Balzac Éditions. Vous êtes habité par un quartier d'Alger, précisément celui de la rue Tanger, que vous vouliez transformer il y a un peu plus de, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années de cela. À un moment donné, ça a été bien sûr la rue Tanger, à midi c'est la rue Manger, puis le soir, la rue d'Angers. Y a-t-il un danger en la demeure concernant notre patrimoine? Allez savoir. Merci d'être avec nous, je le rappelle encore une fois, Karim Bourfouf. Et puis troisième invité pour la rencontre de ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Shamseddine Bezitouni. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une première. On dira qu'un jour, on a reçu le cofondateur de InCommunauté. Vous avez révolutionné le monde d'Internet, de l'interaction, de ce monde 2.0. Comment est-ce que justement vous percevez la ville aujourd'hui? Comment est-ce que vous l'imaginez dans une dizaine ou dans une trentaine d'années? Nous reviendrons entre autres avec Halim Faïdi, mais également avec vous et d'autres interventions bien sûr, sur ce grand projet Alger Horizon 2035 qui va-t-il, d'après certains, complètement chambouler le paysage architectural mais également urbanistique. Faut-il également préciser que nous voulions avoir la voix, avoir même écouté le discours d'une voix officielle. Nous avions invité sur ce plateau Faisal Ouaret, le directeur des programmes d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel. Et puis à la dernière minute, ce soir même, il n'a malheureusement pas pu être des nôtres. Donc je le rappelle encore une fois, patrimoine, un grain de poésie dans un monde de béton. Vos questions et vos réactions sur cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Halim Faïdi. On a très souvent parlé ici même avec vous, mais également avec d'autres intervenants sur la politique patrimoniale. Pour certains, elle est hypothétique, pour d'autres, elle est complètement inexistante. On a parlé de textes, on a parlé également de lois. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, pour une sauvegarde active et participative, donc justement en direction de notre patrimoine, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce qu'il y a réellement aujourd'hui danger, voire même urgence. Merci. Alors la question du patrimoine, d'abord je suis tenté de dire que c'est une question qui est centrale dans la projection, dans toutes les projections que nous ferons nécessairement dans le futur. Comment transporter la ville et le patrimoine dans le futur? C'est aussi une manière de dire comment transporter la société dans le futur. La société et la ville sont totalement liées. Étroitement liées. Étroitement. Les villes, à quoi servent les villes? Elles servent à abriter des établissements humains complexes. La ville, c'est ce grand espace de partage. Donc, tout ce que vous le faites finalement pour l'homme. Vous le faites pour l'humain. La question du patrimoine, existe-t-il une politique patrimoniale? Je crois qu'il y a une série d'intentions. C'est pour là que je vous parlais de textes et de lois. Les textes sont une chose, la réalité en est une autre, Halim Faïdi. Un confrère disait que souvent en Algérie, mais probablement dans d'autres pays,
une loi équivaut à un vœu. C'est-à-dire que les lois sont faites pour poser un cadre d'intervention, définir des frontières de liberté d'action. Ensuite, ce sont les gens qui font les choses au quotidien. La ville, c'est quelque chose qui se fabrique pendant 20 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide et qu'on dessine et puis on passe à la réalisation comme si on était en train de dessiner un meuble ou qu'on dessine un immeuble. La ville est aussi complexe que les rapports sociaux sont complexes entre les gens, puisque sans les gens, la ville n'existe pas. Hein. Je reviens toujours à ce paradigme et à ce... Et très vite, on va s'apercevoir que pour agir sur la ville, il faut agir sur la société. Et d'une autre manière, pour agir sur la société, très souvent, on agit sur la ville et sur le patrimoine urbain. Ce patrimoine urbain, il est complexe. Ce n'est pas seulement des immeubles, c'est d'abord tout le patrimoine vivant. Il y a par exemple une faune dans Alger qui est différente de la faune à Annaba. Vous arrivez à Annaba, vous avez des cigognes. C'est une espèce de logo. Et ça fait partie du patrimoine urbain, ou du patrimoine social, on va dire, de la ville de Annaba. Et le patrimoine n'est pas seulement des vieilles pierres. Les vieilles pierres occupent une partie importante, mais il y a également un patrimoine immatériel. Il y a un langage, il y a un accent, il y a des chants, il y a des textes, il y a une poésie qui sont liés à une ville et à une population qui habite cette ville. Donc, mais la question pour nous, c'est toujours une question de projection, parce que nous sommes là pour fabriquer du futur au présent, mais si on ne s'appuie pas sur le passé, on risque de partir d'une feuille blanche. Et ça n'existe pas. Et donc, pour moi, l'action urgente, pour revenir à votre question, puisque votre question, c'était comment il faut agir, par où il faut prendre, il y a urgence, et non pas etc. revenir sur des discours fossilisés. Non, surtout. non. On parlait justement de projection et d'avenir. Oui, toujours regarder devant. Tout à fait. Mais simplement, il faut s'appuyer sur le passé. Et pour s'appuyer sur le passé, ce qui nous manque, et que nous devons combler, c'est l'accès le plus large possible à la connaissance concernant le patrimoine. Et surtout qu'on s'accorde sur une connaissance commune et qu'on sorte des fausses déclarations, des fausses informations ou des fausses histoires. Et donc partager la connaissance de notre patrimoine me semble être d'abord une priorité. Parce que si on a compris d'où on vient, eh ben c'est plus simple de pouvoir se projeter vers un futur. Vous me permettez de rendre également hommage à celui qui nous a toujours et souvent fait le plaisir d'être sur ce plateau. Il s'agit du regretté Jean-Jacques Deluz, qui a été peut-être également votre professeur, mais également celui de Khalem Bourfouf. Également. Voilà, son livre Fantasmes et réalité, réflexion sur l'architecture, c'est paru aux éditions Balzac. Il disait en ces termes-là, en Algérie, pays où je vis, où je travaille, il y a une chose dans l'urbanisme et l'architecture qui non seulement est frappante, mais saute aux yeux de toute personne lucide. D'un côté, l'unanimité des opinions converge vers un constat de nullité généralisée des quartiers nouveaux. D'un autre, il y a l'incapacité à en changer. Or, si l'on analyse bien ce phénomène, on s'aperçoit que la réponse est d'une simplicité élémentaire. Si rien ne change, c'est parce qu'aucune tentative n'est initiée pour changer, sorte de pléonasme, grand point d'interrogation. Sans doute, rien ne change parce qu'on ne change absolument rien. Aujourd'hui, est-ce qu'on serait encore une fois, en 2019, encore une fois pour entrer dans le vif du sujet, Halim Faidi, réellement dans le chaos architectural et urbanistique? Nous sommes dans un chaos dans les modes de gestion de l'architecture et de l'urbanisme. Parce qu'on préfère la forme au fond. On s'appuie sur des instruments parce qu'ils sont des instruments, même si on ne sait pas les piloter. Donc, très souvent, ce que vous voyez dans la rue, c'est le produit d'une société. Hein. Au bout du compte, finalement, nos villes sont le produit de ce que nous sommes, sont le reflet de ce que nous sommes. Jusqu'au moment où il y a une anachronie, jusqu'au moment où vous avez une population, vraiment pour reprendre ce que dit Deluz, on a une population qui est consciente que dans les nouveaux quartiers, elle vit dans des HLM, dans des choses qui ne sont pas mixtes, dans des choses qui ne sont pas très agréables à vivre, et que dans les quartiers anciens où nous nous sentons bien, il y a comme une espèce de soit de peur de ceux qui font
de réhabiliter ces quartiers et du coup de montrer de la cohérence par rapport à ce que nous avons produit. Et là, je parle depuis l'indépendance. Quand on va dans le quartier du Sacré-Cœur et puis qu'on voit dans ce territoire un peu abrupt, qui est partout dans la ville d'Alger. Ce quartier est quand même préservé par rapport à d'autres quartiers. Hein. Ce quartier, même si beaucoup d'immeubles sont en dégradation, etc., ce quartier reste un quartier facile à vivre. Et quand je dis facile à vivre, je veux dire agréable à vivre. Mais imaginez si on remettait le Sacré-Cœur comme il était dans les années 60 seulement, et puis qu'on allait le comparer à ce qu'on fait à Sidi Abdallah ou à ce qu'on fait à Oulad Fayette, toutes ces séries de HLM avec lesquelles on nous a, avec lesquelles on a passé du temps, on va dire. Et que vous voyez la différence, vous dites c'est quand même pas possible qu'à un siècle et demi, on n'ait même pas pu copier-coller, quoi, à la limite. À la limite, on aurait fait du copier-coller. Mais le sujet est que nous n'avons pas su lire la ville, nous n'avons pas su la déchiffrer et en sortir les éléments sur lesquels nous pouvions, les éléments universels sur lesquels nous pouvions nous appuyer pour créer de nouveaux quartiers et de nouvelles façons de vivre. Peut-être qu'on n'a pas non plus... Parce que ce n'est pas la société qui a fait l'urbanisme. C'est l'État qui a fait l'urbanisme jusque-là, on l'a toujours dit. Hein. On a toujours dit que l'État était initiateur, financier, promoteur, prescripteur, constructeur et acquéreur à la fin. Et donc il n'y a plus la place pour cette pluralité et ce potentiel d'idées qui fassent que nous puissions réaliser un environnement intime qui nous ressemble et qui nous sied. Aujourd'hui, on est dans du copier-coller HLM années 60-70. On va dire que c'est les seules choses extrêmement visibles, parce qu'elles sont en grand nombre également, que nous pouvons voir. Mais j'espère qu'on reviendra sur la question de la réhabilitation du tissu 19e et du tissu de la Casbah d'Alger, qui sont finalement nos deux seuls référents aujourd'hui. Hein. C'est le tissu 19e qui a apporté la modernité. Et donc, soit nous nous considérons comme modernes et nous considérons que c'est un patrimoine qui est un patrimoine algérien et non pas un patrimoine colonial. Je déteste ce terme de patrimoine colonial, ville coloniale, style colonial. On n'en est plus là aujourd'hui. Ça n'existe pas. Donc le Sacré-Cœur m'appartient. Voilà. De la même manière, le cours de Annaba m'appartient, etc. Et donc, c'est vraiment maintenant ce distinguo qu'il faut faire entre qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce qui doit être inscrit comme un élément du patrimoine, et je le garde, et je vais le reprojeter ailleurs, et il sera customisé, il passera dans une nouvelle génération, dans un nouveau moule, et mon passé à moi, et comment le lire. Donc pour moi, pour l'instant, au lieu de se presser à essayer de projeter, on ne l'a jamais fait. Ça fait quand même quelques années que nous vivons. La projection, le futur, les nouvelles visions, les nouvelles approches dérangent-elles, et en quoi elles pourraient réellement déranger? Elles dérangent parce qu'on s'installe tous dans un confort présent. On n'aime pas ce qui vient du futur parce qu'on pense que ça va nous tuer. Mais ça s'est fait à chaque période de l'histoire où il y a eu un changement, vous savez. Allez dire au ça début, à Chamseddine Benzitouni, je le rappelle encore une fois, et à d'autres de ces invités qui ont explosé en quelques mois seulement sur les réseaux sociaux, encore une fois. Parce qu'il y a une réelle transformation du monde. Et si nous ne collons pas à cette transformation du monde, nous allons sortir de l'histoire. Si vous voulez vraiment, pour aller très vite et très compact, le monde depuis la sédentarisation, c'est-à-dire, on va dire, 10 000 ans, depuis Sapiens, on va dire. Le monde, quand l'homme s'est sédentarisé, il a créé ses villages, il a posé son agriculture, il a commencé à élever, et puis les villages ont grossi, ont donné des villes, les villes ont grossi, ont donné des grandes villes, et puis le monde est passé comme ça, y compris avec toute l'histoire de la civilisation. Je parle de la civilisation antique, je parle de la civilisation de l'Andalousie, de l'âge d'or des sciences arabes, etc. Jusque-là, c'est les sciences et la connaissance qui ont augmenté. Et est arrivé un phénomène au milieu du XVIIIe siècle où vous avez une nouvelle énergie qui arrive, qui est le charbon, qui a donné la machine à vapeur. La machine à vapeur a donné le rail a donné le train, les distances ont commencé à être de plus en plus petites. C'est l'ère de la vitesse qui commence. On va attendre le 19e siècle pour que la révolution industrielle trouve encore une nouvelle énergie qui est le pétrole. Ça donne le moteur à explosion, la sidérurgie, ça donne l'automobile. Les villes vont commencer à s'étaler, et puis ensuite le moteur va donner l'ascenseur. Les villes vont commencer à monter vers le haut. Et on va attendre encore jusqu'en 1969 avec l'énergie atomique civile. Et là, on va voir apparaître le transistor, on va voir apparaître la pile
atomique, etc., jusqu'à l'ordinateur. Et puis enfin arrive cette nouvelle ère, qui est l'ère d'Internet, qui, elle, ne va pas prendre racine sur une énergie nouvelle, mais sur un phénomène technologique nouveau qui s'appelle la numérisation. Et donc on a pris ce monde physique, on l'a numérisé, et une fois rentré dans l'ordinateur, il devient une réalité augmentée. Et donc la vitesse va encore aller de plus en plus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de géographie. Et le train, vous ne l'avez pas manqué, vous êtes en dialogue permanent, il n'y a plus de en temps. confrontation avec cette nouvelle voilà, génération. je termine pour probablement passer la balle à Shams Bezitouni. Et à partir du moment où nous avons tout numérisé, le monde a commencé à s'accélérer. Mais est-ce que l'homme est capable d'accélérer au niveau de la technologie, ou au niveau de cette ville numérique qu'est Internet aujourd'hui, dans laquelle vous pouvez faire vos courses, vous pouvez aller en classe, vous pouvez visiter un musée, ça devient une ville sans distance et sans temps. Est-ce que nous sommes capables de nous adapter? Moi, je dis que oui, si nous nous appuyons sur, ou en tout cas si nous nous alignons sur le monde. Donc là, vous nous parlez des fantasmes ou des réalités? La ville du futur n'existe pas, pour moi. Il existe une ville dans le futur. Comme la société du futur n'existe pas, c'est la même société qui va aller dans le futur. J'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, en 2035, il y aura toujours de la salade, des carottes et de la viande dans votre assiette. Vous ne serez pas nourri de pilules. Donc c'est complexe, et cette projection, c'est maintenant qu'il faut la prendre, et c'est maintenant qu'il faut injecter dessus. Voilà donc patrimoine, un grain de poésie dans un monde de béton. C'est la thématique que nous avons choisie pour vous. Je le rappelle encore une fois, quelques semaines de la célébration du mois du patrimoine. Shamseddine Bezitouni, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle encore une fois, cofondateur de In-Community. Vous avez révolutionné, j'allais pratiquement dire, pas en Algérie, pas le Maghreb, pas en Afrique, mais dans le monde entier, sur la toile pratiquement, à travers votre vision futuriste, mais surtout réaliste. Hein. Merci déjà pour l'invitation, et pour vous dites vous, je pense que vous parlez de toutes les générations auxquelles j'appartiens. Oui, la nôtre aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai dit toutes les générations, oui. Et non pas la génération. Je pense que le téléphone et Internet ont décloisonné pas mal de barrières dans le temps aussi. Merci de me le rappeler. Aujourd'hui, le numérique, comme le disait très bien Halim, est en train d'accélérer, de faire accélérer les choses. Effectivement, de révolutionner. De révolutionner, le mot, oui, révolutionner, c'est un mot qui nous parle à tous, qui vient du patrimoine, oui. qui nous appartient à tous, effectivement. Mais permettez-moi de dire que je préfère ce terme d'accélération, parce que c'est la chose qui nous parle le plus aujourd'hui. On n'a pas le temps. Il faut qu'on accélère, le numérique nous le permet, c'est pour ça que nous l'empruntons aujourd'hui, pour arriver à cette future ville que nous voulons penser. Quand je dis nous, c'est toute personne qui se projette dans une cité. Vous savez, le numérique n'apporte pas de la technologie technique. Ce n'est pas des softwares et des hardwares qui sont là pour faciliter la vie de tous les jours uniquement de l'humain. Mais c'est aussi une façon de nous inculquer en tant que homo numericus aujourd'hui, cette nouvelle sociologie, cette nouvelle psychosociologie. L'humain aujourd'hui crée son futur. Aujourd'hui, via une interface numérique, via des technologies effectivement qui ont été packagées, développées par des entreprises. Elle reste une communauté virtuelle, mais elle existe dans les faits. Mais effectivement, ça obéit à des lois très simples. C'est le peer-to-peer. Vous savez, quand on parle d'économie numérique, on ne parle pas que de logiciels, on parle aussi d'économie de partage. C'est une valeur. D'économie de pair à pair, d'économie l'ubérisation n'est pas une entreprise qui porte le nom de Uber, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et effectivement aujourd'hui, si je ne peux pas donner l'information à Halim, je parle de Halim et Karim en tant que porteur d'un métier ancestral, de leur dire je voudrais que mon immeuble ou que mon bâtiment ou que ma maison ou que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous inventer dans le futur, soit comme ça, je ne serai jamais satisfait, je ne pourrai jamais, et là c'est un métier qui parle, c'est un métier qui essaye de prendre aussi l'accélération de la technologie, ce n'est plus l'architecte ou l'urbaniste ou le donneur d'ordre ultime qui peut dicter comment façonner une ville, mais c'est le citoyen, effectivement. Et dans le numérique, tout nous échappe, ça passe tellement, ça va tellement vite. Tout nous échappe parce qu'on est maintenant plusieurs à prendre la parole, parce qu'on est plusieurs. La communauté s'élargit de plus en plus. Hein. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, dans le monde de la technologie, il n'y a pas que les technologies, encore une fois, mais aussi des pratiques qui naissent. On entend parler souvent de l'agritech.
Et on pense par ça que c'est l'intégration des technologies à l'agriculture. Non, c'est le mariage de l'agriculture au nouveau monde. On parle aussi d'autres X-Tech. Mais moi, je voudrais aussi parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment d'actualité, de la Civic Tech. La première fois que j'avais entendu parler de la Civic Tech, je me suis dit, mais on va numériser une constitution, on va rendre électronique un contenu légal ou législatif. Mais non, c'est vraiment permettre à des groupes, à des sociétés, à des communautés, in fine, de prendre la parole au plus haut niveau, comme si c'était une seule voix, comme si c'était un président, comme si c'était une assemblée, comme si c'était un comité. Mais non, c'est la base, c'est la masse, c'est le peuple qui prend la parole avec une seule voix par effet de catalyseur, et ce catalyseur, c'est le numérique. Donc oui, demain, je suis confiant. Je sais qu'à travers cette technologie qui permet cette unicité de plusieurs communautés, de plusieurs sociétés, vers une seule vision, une seule façon de voir la chose, portée par un métier qui doit aussi se reposer sur un patrimoine, peut permettre la renaissance ou la naissance de cités qui nous parlent. Alors donc justement, la ville, la cité, comment est-ce qu'aujourd'hui vous la vivez ou est-ce que vous la subissez? Comment est-ce que vous l'imaginez? Aujourd'hui, je la vis pas, je la traverse aujourd'hui. Je la traverse parce que pour moi, la cité est un moyen de vivre. On peut le comprendre d'une façon positive ou négative, cela. Je veux dire que oui, c'est dans les deux cas. Traverser, c'est ne pas vouloir voir, c'est aller de l'avant et n'avoir absolument aucune contrainte et aucune pour moi, aujourd'hui, en tant qu'Algérois, la cité est un moyen pour pouvoir exécuter des opérations qui sont les miennes, professionnelles ou personnelles ou collégiales, collectives. Mais ce que j'aimerais, c'est de vivre la ville. Ce que j'aimerais, moi, c'est que la ville soit mon complice dans l'achèvement et le parachèvement de ma mission de tous les jours. Aujourd'hui, je ne sens pas forcément ça. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous la vivez ou est-ce que vous la subissez aujourd'hui en 2019? Je ne la subis pas parce que ça reste ma ville et le côté émotionnel me permet, vous savez, on est une société qui vit pas mal de contradictions. C'est des relations passionnelles. C'est des relations très passionnelles. Je l'aime et je la déteste en même temps. Tout comme je vis ma relation avec mon père ou ma mère ou mon frère et ma soeur, je vis la relation avec ma ville. Ma relation avec mes parents n'est pas forcément, je ne la subis pas, mais elle est peut-être aussi pas très... comment dire, pas très fluide non plus, mais je la vis. C'est ma relation et je l'aime. Donc ma ville aussi, c'est la même chose. Comment vous pouvez intervenir au quotidien vis-à-vis de toute cette grande communauté sur la toile? Intervenir sur la ville, sur son patrimoine et surtout sur son avenir? Écoutez, chacun intervient à son niveau et nous, modestement à notre niveau, on essaye à chaque fois de découvrir un lieu. Découvrir un lieu pour essayer non pas de le subir, non pas de le critiquer, non pas de dire... Non, mais on peut le faire aussi. Hein. On n'est pas des experts, encore une fois, on se porte aux avis des experts, mais on essaye de découvrir le monde qui habite ce lieu. Normalement, et je parle sous le contrôle des porteurs de métiers, un lieu est censé véhiculer des valeurs et des messages. Tout à fait. Un lieu, quand on le visite, on est censé comprendre ce qu'il abrite. Aujourd'hui, cette fonction-là, elle n'est plus portée par les lieux que nous fréquentons. Aujourd'hui, il faut vraiment aller gratter, chercher derrière la couleur un peu bizarre, le mur très mal fait, l'esthétique qui ne nous parle pas, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme métier derrière. Aujourd'hui, mon problème, moi, l'un de mes problèmes de citoyen algérien, c'est d'aller dans une administration de service public et d'être derrière un comptoir qui me fait mal quand je parle à la personne derrière. C'est un des obstacles entre moi et ma citoyenneté. Non, mais vous voyez l'exemple. Quand vous avez également un préposé de guichet qui ne comprend pas vos discours, c'est encore pire. Oui, alors là, il s'agit d'autres domaines, on va dire. Oui. Mais moi, j'essaie de parler aussi de la ville et du physique et de ce hardware qui me porte, moi, en tant qu'intelligence sur cette ville. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'aller sur des lieux qui portent des métiers avec lesquels nous voudrions nous réconcilier et nous lier, en essayant d'habiter le lieu, d'inviter les porteurs de ce lieu, qu'ils nous expliquent d'humain à humain ce que ce lieu a vécu, ce que ce lieu porte comme métier.
histoire de pallier quelque part ce manquement. Et cette ville, justement, comment, dans la projection, dans un futur très proche, en 2035 par exemple, un autre projet sur lequel nous reviendrons bien sûr, avec Halim Faidi, Karim Bourfouf, et vos questions sur cultureclub@1tv, Alger Horizon 2035. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce qu'est Alger Horizon 2035 et comment est-ce que vos communautés, qui sont de plus en plus, comment dire, de plus en plus importantes, la communauté est de plus en plus importante, pardon, pourrait-elle réellement agir concrètement sur ce que pourraient être les villes de demain? Maintenant, j'ai envie de vous dire pourquoi ne pas parler d'Alger en horizon 2030, 35, 36 ou 38. Au départ, c'était 30 et puis après, ça s'est... Non, c'est juste pour vous dire que je parle de l'Algérie du futur, tout simplement. Le futur, c'est demain. C'est demain, oui, c'est même dans quelques minutes, si vous voulez. Et c'est vraiment... là, je voudrais revenir à cette expérience de l'humain en 2019 par rapport à son environnement, qui est d'abord numérique, on le veut pas, puis réel. Vous savez, dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'expérience interface. Aujourd'hui, quand vous allez, juste pour ouvrir une petite parenthèse si vous le permettez, développer un site web, et toute entreprise, toute entité, toute organisation a besoin d'une existence sur le net, donc il faut développer un site web. Et là, vous avez en face de vous des experts qui vous disent est-ce que vous voulez investir sur la user experience, l'expérience utilisateur? Et tout le monde investit beaucoup plus sur cette expérience utilisateur que sur la structure elle-même ou sur les technologies qui sont derrière. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à la personne qui atterrit sur votre plateforme, votre site, de vous connaître le mieux et d'être le plus à l'aise possible. Moi, ce que je voudrais dans cette Algérie, ce que je voudrais vivre dans ce pays, parce que c'est le seul endroit où je peux vivre, c'est que cette user experience soit, en termes anglo-saxons encore une fois, friendly. Que quand j'ouvre la porte de ma maison le matin, je fasse un sourire et non pas encore. C'est ça. C'est ce que je veux. Très bien. Aujourd'hui, vos visions, vos projets, votre discours est réellement compris par les administrations avec lesquelles vous êtes souvent en confrontation? Alors, non. Non, parce que je préfère me dire que je parle dans des termes compliqués. Je préfère me dire que ce que je dis n'est pas très clair. Mais l'astuce que nous avons à laquelle nous avons pu penser aujourd'hui, c'est d'être plusieurs à parler le même terme, les mêmes termes et le même langage. Compliqué ou pas très structuré ou un peu en toile d'araignée et non pas linéaire. C'est ça le langage du futur, l'Algérie de demain, c'est réellement ça, vous la représentez. Aujourd'hui, nous avons décidé à être plusieurs à tenir ce discours, comme ça, la question ne se posera plus. Est-ce qu'on a compris ou pas? Ce sera juste une question de est-ce que on est prêt à suivre ou pas, parce que nous sommes en train de faire les choses. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@1tv.dz. Pour revenir brièvement, j'imagine que ceux qui nous regardent doivent se poser la question suivante. Quels sont les grands événements que vous avez organisés, in community? Qui est-elle réellement? Au départ, vous étiez 20, puis 200, puis encore une fois, le cercle s'est élargi. Vous avez réellement contaminé positivement la toile qui a traversé les frontières. Les frontières n'ont absolument aucun sens dans votre réflexion, dans votre travail au quotidien. Parlez-moi des grands événements et des projets que vous portez aujourd'hui, Moussendine Bezitouni. Alors aujourd'hui, je voudrais l'orienter non pas dans son ampleur et volume, mais beaucoup plus dans sa verticalité, dans le sens où ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce gathering, c'est cette réunion de plusieurs acteurs, de plusieurs sphères socio-professionnelles, mais autour de notre sphère à nous. C'est-à-dire aujourd'hui, on voudrait se positionner comme étant les traducteurs de deux générations, de deux sphères différentes. Et dans les deux sphères, vous mettez de l'autre côté plusieurs types de sphères. L'institutionnel, le corporate, l'entreprise ou le corporate de l'ancienne économie, qu'on appelle traditionnelle, de l'international, d'autres cultures, pour mieux comprendre notre communauté, notre culture numérique algérienne, parce qu'il y a des spécificités à chaque fois qu'il faut rentrer dans les cercles de la chose. Donc oui, effectivement, les réunions ou les rendez-vous, les événements, si vous voulez, qu'on fait, ça a à chaque fois cette connotation de lieu, dans lequel, en fait, c'est très simple, dans un langage un peu terre-à-terre, je vous dirais, on va voir un hôte, on lui dit, on est un groupe de potes, est-ce qu'on peut venir envahir votre espace le temps d'une soirée ?
Et pendant cette soirée-là, nous allons aborder nos challenges et non pas les vôtres. Donc excusez-nous si on ne parle pas de vos problèmes, on va vous parler de nos challenges. Il paraît que vous l'avez déjà fait chez Halim Faidi. Oui, on l'a déjà fait chez Halim Faidi, on est déjà parti chez lui et on n'a pas eu trop de mal à le convaincre pour nous accueillir. Et effectivement, c'est cette visite espace à laquelle on ramène cette introduction de qui nous sommes, qui nous permet aujourd'hui de créer des liens entre un architecte et un ingénieur en informatique, parce que sa fonction dans son équipe de développement, c'est architecte de réseau. Donc je pense qu'il y aurait du sens peut-être à connecter ces deux architectes de deux mondes qui veulent créer le nouveau monde, d'un côté. De l'autre côté, ce chef d'entreprise qui gère 500 ou même 50 employés, qui est dans des problématiques quotidiennes de gestion régulière, et quand on lui présente cette jeune femme qui a une idée de moderniser ses board meetings à travers une solution très simple, et il rentre le lendemain dans son bureau inspiré, passionné, comme si il se lançait dans une nouvelle aventure entrepreneuriale du haut de ses plusieurs comptes en banque et de ses plusieurs employés. Et dans ces conditions, je le rappelle, Messaddine Bezitouni, quelles sont aujourd'hui en Algérie vos contraintes et surtout vos défis, les challenges sur lesquels vous travaillez en ce moment? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à parler de toutes les contraintes technico-techniques, de connectivité, d'infrastructures télécom, d'infrastructures financières aussi, parce que vous savez, il y a beaucoup de phénomènes à la mode. Et le mot start-up est l'un des plus à la mode et en vogue depuis quelques années. Professionnellement parlant, je suis né dans cette sphère de start-uping. Et j'ai vécu un peu l'adoption de cette mode par différentes sphères, que ce soit le public, le privé, l'international aussi, via des missions de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises et tout. Mais il y a un élément enfin plusieurs éléments, reviennent à chaque fois, c'est comment financer de l'innovation, comment financer du futur. Comment aujourd'hui est-ce que je peux vendre un projet à quelqu'un et lui dire j'ai besoin de X millions et je te promets, parce que c'est tout ce que j'ai à te proposer, c'est ma promesse et mon background et ma compétence, de te créer une solution qui va te rapporter 15 fois plus dans un an. Et là, effectivement, dans un système où il faut toucher, palper pour croire, ça bug. Mais pour moi, ça, c'est pas des problèmes. Le véritable problème, et qui touche à tous les challenges, selon moi, et ça n'engage que moi personnellement, cette fois par contre, et non pas en tant que communauté, c'est la culture. Et par culture, chacun va définir la culture à sa manière. Moi, je parle de la culture du numérique et qui n'est pas forcément la culture de pouvoir s'approprier une technologie ou savoir commenter sur Facebook ou savoir envoyer un email. Ça, c'est des pratiques. Ouais. Pour moi, la culture, c'est pouvoir parler à son concurrent comme étant son collaborateur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui obéit à des lois de push et non pas de pull. On crée la chose, on l'impose et elle devient par la suite viscérale. Avant Facebook, personne n'a demandé Facebook. Essayez de déconnecter aujourd'hui une population de Facebook. Vous aurez la plus grande des rébellions. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Tout à fait. Voilà. Il n'est pas possible aujourd'hui donc c'est effectivement ça que je voudrais aujourd'hui contribuer à mettre en place, une culture de partage, de collaboration entre des pairs et de vision unifiée, pas forcément singulière, mais unifiée, qui va dans le même sens. Ce qui est la définition de la ville. Exactement. C'est le partage, l'unité et l'objectif commun. Le cofondateur de In-Community, vous allez certainement en entendre parler, du moins les transfuges dont je fais partie. N'oubliez pas vos questions, vos réactions pour la thématique de ce soir, patrimoine, un grain de poésie dans un monde de béton. Halim Faidi, avant de revenir à Karim Bourfouf, très brièvement, parlez-moi de votre rencontre et comment, avec cette jeunesse qui on veut bourrer de talent, on en avait parlé bien avant le début de l'émission de ce soir, comment pourrez-vous donc justement l'intégrer dans la conception de la ville de demain? Alors, c'est très marrant.
je vais la faire un peu à l'envers. J'ai donné une conférence le 9 février avec Idriss Aberkane au Théâtre National d'Alger sur l'intelligence artificielle. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter, lui, il est architecte, urbaniste, il a l'habitude de parler des villes, il a l'habitude de parler de la société, de quoi il vient nous parler d'intelligence artificielle? Et réellement, j'ai parlé de la ville dans le futur. Et puis j'ai parlé effectivement de l'évolution de la société, de l'évolution de la ville. Et puis on se rejoint dans ce nouveau monde qui est la ville numérique. J'ai dit, je vais la faire à l'envers. Donc, moi je suis numérisé depuis 35 ans. J'ai commencé en 84-85, quand à l'école d'architecture, on a bataillé pour créer un club informatique. Non pas qu'on était des férus d'informatique, mais simplement qu'on avait compris qu'il y avait un budget au ministère de l'enseignement supérieur qui n'était pas utilisé pour des activités qui sont des activités connexes à l'enseignement de l'architecture. Et donc on a créé ce club informatique. Et puis je me souviens, la première fois que je rencontre une petite tablette, c'est l'imprimante de l'époque, hein. C'est des tables traçantes, toutes petites, format A5, de marque Apple, et on appuyait sur un bouton de démo et ça dessinait inlassablement la navette Columbia. Et puis ça prenait ce petit rotring et puis ça le dessinait. Et puis à ce moment-là, je me dis, mince, peut-être qu'un jour, il y a un robot qui va me piquer mon métier. Et c'est comme ça que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à l'informatique, jusqu'à comprendre que ce n'est qu'un instrument en réalité, hein, c'est un instrument nouveau, hein, c'est un talent nouveau qui nous est offert, hein, si on a soif de connaissances. Et puis ensuite, je me suis intéressé aux outils de dessin et de conception par ordinateur, jusqu'à être à un moment donné même bêta-testeur de ces outils et de ces logiciels. Et donc, aujourd'hui, nous, on a un atelier qui est complètement numérisé. Tout ce qu'on fait, on le fait en interne. On ne sous-traite pas d'images de synthèse et de films à l'extérieur, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on est en train de nous bimer même. Hein. On est en train vraiment de passer aux dernières technologies de gestion de projet, c'est-à-dire une intelligence dans la gestion du bâtiment. Et puis finalement, dans tout ce parcours, alors j'ai peut-être un défaut, je ne traîne pas beaucoup avec mes confrères, pas beaucoup. Je traîne beaucoup avec les artistes beaux-artistes. Et je traîne beaucoup avec Génération 30. Voilà. D'abord, je les trouve frais. Ils portent les rêves que nous n'avons peut-être pas pu réaliser. On les a gardés au chaud, on a envie de les leur transmettre. Tous ces rêves inassouvis que la conjoncture, on va dire, pour aller très vite et pas rentrer dans des sujets trop d'actualité politique, que toute la conjoncture ne comprenez pas. Moi, j'aime bien parce que quand vous demandez à Shems est-ce qu'on vous comprend dans les administrations, mais on est dans le même cas, on n'est pas compris non plus. On a toujours l'impression, c'est très difficile à dire parce que ça fait. Sauf que la génération d'aujourd'hui va très vite, Aline. Elle va très vite, contrairement à la nôtre. Elle va très vite. Voilà. Elle va très vite parce qu'elle est née dans un monde de vitesse et puis je pense que il dépasse toutes les contraintes. Sur le plan, je pense que aussi sur le plan cérébral, sur le plan cognitif. Et nous sommes différents. Vous savez que nous sommes la dernière génération vivante, là aujourd'hui. La population humaine qui vit sur Terre, c'est la seule dans toute l'histoire de l'humanité qui est à cheval entre un monde avec fil et un monde sans fil. Nous avons, vous et moi, connu le téléphone avec le fil, mais vraiment le téléphone. Même l'écouteur. Voilà, avec l'écouteur. Et puis du coup, nous avons connu le smartphone. Ouais. Si vous prenez en Afrique aujourd'hui, ils ont énormément tardé à ramener le téléphone avec fil. Mais ils ont tellement tardé qu'aujourd'hui, le smartphone a tout pris. C'est le continent le plus connecté. Ouais. Je ne sais pas si c'est le plus connecté, mais en tout cas, c'est celui où il y a le plus de smartphones par tête d'habitant. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette communauté, d'abord par mes neveux, qui sont de cet âge-là. J'ai un neveu, je ne vais pas le citer, il fabrique des robots aujourd'hui, alors qu'il n'a pas du tout la formation pour. Il a fait commerce, je crois, ou quelque chose comme ça, etc. Il fabrique des robots. Et donc, aujourd'hui, l'accès à la connaissance ne dépend pas de la valeur du prof que vous avez, qui va vous transmettre la connaissance, mais de votre capacité à être curieux. Et c'est là où ça va m'intéresser, parce que je suis dans un métier de création, mais je suis dans un métier de curiosité. Mais moi, je suis numérisé depuis 35 ans, donc je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis surtout, nous exerçons un métier de projection, nous, les architectes et les urbanistes. Vous savez, quand on commence à penser ville, on pense 20 ans devant. Donc la projection
réelle du futur, elle se joue sur 20 ans. Un jour, on a demandé à Bill Gates, on lui a dit que sera Internet dans 30 ans. Il a dit au-delà de 15 ans, je ne sais pas voir. Et la deuxième citation que je vais faire, c'est Stephen Hawking, à qui on dit « Est-ce qu'on peut prédire le futur ?» Il dit « Non, on ne peut pas le prédire. Par contre, on peut planter des graines. » Et comment voit-il donc justement Alger, Oran, Constantine dans 10 ans, dans 15 ans? Allez savoir. Karim Bourfouf, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation encore une fois. On ne vous a pas entendu. Alors je vous ai même demandé d'arracher la parole et à Halim Faïdi et à Shamseddine, je le rappelle, Bezetouni. Alors vous avez travaillé sur Alger très souvent, et en particulier ce quartier populaire et populeux, à savoir donc la rue Tanger. Vous vouliez apporter un nouveau regard, une nouvelle vision, vivre la ville, comme le disait si bien notre troisième invité. Mais c'est un projet, malheureusement, qui n'a pas abouti. Pour quelle raison, alors que nous parlons aujourd'hui de ville intelligente? Est-ce qu'on peut réellement aborder cette question-là, alors que nous sommes aujourd'hui dans un désordre total et absolu concernant l'architecture et l'urbanisme? Alors, deux choses. La première, c'est bien qu'une émission sur le patrimoine commence par rappeler que l'évolution des villes aujourd'hui est très accélérée. C'est bien de rappeler aussi que toutes ces métamorphoses très rapides de la société et du vivre ensemble sont en train de menacer notre manière de vivre et donc par voie de conséquence ce patrimoine. Ouais. C'est important parce que ça va introduire la deuxième partie. Si on a tellement de problèmes, tellement de mal à préserver ce patrimoine, c'est peut-être que parce que nous sommes restés figés sur une définition du patrimoine qui a déjà un siècle d'âge. On en est encore à considérer, pour l'Algérien moyen, le patrimoine, c'est un monument historique. Alors si on se met devant la Grande Poste, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un patrimoine, ce qui est discutable, notamment. Mais si on vient devant un petit immeuble de la rue Tanger ou devant une petite zaouïa de la Casbah, tout le monde va dire mais c'est en ruine, il faut balayer tout ça. Il n'y a aucun intérêt ni économique, ni même mémorial à conserver tout cela. Donc il est important que devant l'évolution très rapide des événements, on élargisse les notions de patrimoine. D'abord, on commence par les élargir aux notions de tissu, avant même d'arriver aux notions de paysage, patrimoniaux, à préserver. Les balcons du Roufi sont aussi un patrimoine au même titre que une mosquée emblématique. Et cette évolution qui se fait ailleurs tarde à se faire ici en Algérie. Donc on est resté sur une vision extrêmement, on va dire, un peu obsolète du patrimoine. Ça n'aide pas à sa préservation. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça, Karim Bourfouf? C'est un discours, je le disais au sommaire de l'émission, presque fossilisé. Je ne voulais pas du tout aujourd'hui, pour la préparation de cette émission, revenir sur des questions posées depuis de longues années sur ce même plateau. Parce que jusqu'à présent, les problèmes de patrimoine ont été relégués uniquement dans des sphères culturelles. On n'a pas réussi à sortir des sphères culturelles pour entrer dans des sphères économiques ou sociales. Partout ailleurs, la préservation du patrimoine est d'abord un moteur économique. Tout à fait. Et ensuite, une révélation sociale. Ne l'a-t-on pas encore compris aujourd'hui, en 2019? En tout cas, ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Ça commence à prendre, les gens commencent à en parler, ça commence à être dans certains discours, mais ce n'est pas encore dans les actes. Ça n'est pas dans les projets d'Alger Horizon 2035? Dans les projets d'Horizon, dans tous les projets en Algérie, le patrimoine est au démarrage. Mais encore une fois, avec une version, j'allais presque dire 19e siècle du patrimoine. Il s'agit de bien dégager les grands monuments, de leur créer un grand parvis, devant, derrière et à côté, planter des palmiers devant, et puis la faire éclose. À aucun moment, on ne remet les dimensions sociales et économiques au cœur du problème. Alors, si c'est très discutable au niveau d'un bâtiment, c'est catastrophique à l'échelle de la ville. Parce que lorsque dans une ville, vous allez en retirer ce qui en fait l'essence même, c'est-à-dire l'activité humaine et sa population, fatalement, vous avez édulcoré. Il ne vous en reste rien, il vous reste un décor de cinéma. Donc c'est l'évolution. Alors bien entendu, aussi bien au niveau des pratiques, au niveau des formations, au niveau des textes législatifs, tout cela est resté donc au stade précédent. Oui, mais qu'est-ce qui a réellement empêché votre projet de voir le jour à la rue Tanger? Mais parce qu'on l'a cantonné dans un simple exercice de restauration physique. À aucun moment on a abordé les problèmes des populations qui y vivent. Oui, mais comment vous l'imaginez? Rue Tanger a été démoli un tout petit bâtiment sous lequel passait un égout. On construisait des bâtiments sur les égouts au 19e siècle, ça ne gênait personne. On a démoli le bâtiment, mais au rez-de-chaussée du bâtiment, il y avait une petite shop de tailleur.
c'est le dernier tailleur de la rue Tanger. On l'a déménagé à Sidi Moussa où il en est mort de chagrin. Ouais. C'est juste terrible. Donc c'est cette dimension-là. Dimension ou incohérence? Non, c'est une dimension supplémentaire. La préservation du bâti est un des éléments de la préservation du patrimoine. Mais il faut préserver tout le reste, tout ce qui va avec. Les gens qui vivent dedans. L'acteur principal est le citoyen. Vous le disiez à l'instant, à travers tous ces projets de construction de cités dortoirs, eh bien justement on a délocalisé l'Algérois ou le citadin dans un espace qui ne lui ressemble pas. Comment pourrait-il aujourd'hui, sincèrement, s'intégrer dans un espace qui ne lui parle pas? Alors ça c'est pas le problème du patrimoine, ça c'est le problème du développement de la ville. Oui, mais on parlait d'acteurs actifs, donc justement, ça a été ma première question. Donc justement, cette opération active et participative de la protection de notre patrimoine, Karim Bourfouf. Alors, c'est un peu plus complexe, parce qu'une partie de ces cités que vous dites cités dortoirs sont maintenant intégrées dans le patrimoine. On va prendre l'immense ensemble de Badjarah, dans les années 70, c'était le bout du monde pour un Algérois. Aujourd'hui, c'est un morceau d'Alger. C'est peut-être même l'un des cœurs d'Alger. Un des cœurs battants sur le plan économique et sur le plan de toute la vivacité. C'est un quartier d'une extrême vivacité. Je l'ai visité, j'étais gamin dans les années 70, il y avait des grandes bars et d'énormes enclaves entre les deux. On va passer le voir aujourd'hui, il est méconnaissable. On est plus proche de Bab el-Oued que des nouvelles cités qu'on a construites. Donc le patrimoine... En exagérant un peu. Pas beaucoup, pas beaucoup. C'est un quartier d'une vivacité importante et méconnue. Donc l'extension de la notion de patrimoine, elle doit se faire donc, au bénéfice des activités économiques, elle doit se faire au bénéfice des populations qui l'habitent, elle doit se faire également au bénéfice des nouveaux tissus de la ville. La ville d'Alger ne peut plus être aujourd'hui cantonnée aux petits croissants autour de la baie. Elle s'étale maintenant de Boudoua à Zerallah, elle est immense, elle est plurielle, et c'est de cette pluralité qu'elle tire sa force. Donc oublier on va dire 80% du territoire de la ville, c'est oublier l'essentiel de son patrimoine. Donc le patrimoine est aussi constitué de ça. Donc recréer, pour pouvoir, de la même manière qu'en informatique où on crée des nouveaux réseaux et on crée une nouvelle manière de voir les choses, il faut à nouveau maintenant porter une nouvelle vision de la ville, beaucoup plus vaste, beaucoup plus plurielle et beaucoup plus riche aussi. On ne peut pas la cantonner et la fractionner dans de beaux classeurs bien rangés. Le problème de la banlieue, le problème du patrimoine, le problème de la mosquée, le problème de la voirie, celui des égouts. Non, tous sont interconnectés et tous sont interdépendants les uns sur les autres. Alors, on est dans un système et dans un réseau. Tout à fait, exactement. Nous allons revenir, si vous le permettez, très brièvement aux questions de nos téléspectateurs sur cultureclub@20tv.dz. Bonsoir messieurs. Avons-nous pensé à concevoir un plan d'urbanisme de manière globale depuis l'indépendance en Algérie? Grand point d'interrogation. D'autres questions. Repenser Alger, Oran, architecturellement, en y introduisant une nouvelle vision ou de nouvelles visions, cela ne porte-t-il pas atteinte à leur authenticité et à leur identité également? Alors, on va revenir également, la Casbah, encore une fois, c'est l'équation Casbah qui s'impose au débat de ce soir, en particulier depuis que cet architecte mondialement connu, qui n'est autre que Jean Nouvel, où on lui a demandé donc justement de penser un plan de revitalisation de la vieille cité d'Alger. Aujourd'hui, cette Casbah pose encore une fois problème. On parle de restauration, de reconstruction à l'identique, grand point d'interrogation, justement. Et puis, dernière question, que faire aujourd'hui pour ouvrir Alger, Oran, Constantine vers le monde, et sans oublier bien sûr celles qui sont au milieu de la mer, comme Alger par exemple, la place de la mer est assez importante pour justement intégrer cette vision de la ville de demain. Halim Fadi Karim Bourfouf, mais également Shamseddine Bezetouni, concernant justement cette équation à plusieurs inconnues assez douloureuse qu'est la Casbah en 2019. Qu'est-ce qui pose réellement problème aujourd'hui depuis qu'il a été demandé à Jean Nouvel de proposer un projet de revitalisation? Alors la question de la Casbah, elle ne commence pas chez Jean Nouvel. Non, je parle de la question actuelle. Ça fait 40 ans qu'on pose également du devenir de la Casbah. Que veut-on faire? Halim Fadi, vous le savez aussi bien que moi. Vous-même étiez là avec les amis de la Casbah et on avait posé ces questions. Mais je vous l'ai promis qu'on allait aborder d'autres questions qui n'ont jamais été posées. Très bien. D'abord, pour rappel, ça fait 20 ans que nous parlons... sinon de la Casbah d'Alger, en tout cas d'Alger, de la ville d'Alger avec la Casbah intégrée dedans. Et je crois que
cette question qui est liée à Valérie Pécresse, Monsieur Zour, le Wali d'Alger et Jean Nouvel. Jean Nouvel, si vous voulez, il n'est ni le problème ni la solution. Pourquoi ça a créé autant d'articles incendiaires dans ces conditions? Évidemment. Je vais refaire un peu de... Vous savez, moi j'ai décidé de ne pas rentrer dans la polémique. Hein. Et je ne me suis jamais exprimé... Mais nous, par contre, on est obligé d'en faire référence. Je ne me suis jamais exprimé là-dessus parce que j'en parle depuis 20 ans. Et puis, du jour au lendemain, beaucoup de gens se sont mis à en parler. Donc, je me suis dit, c'est très bien que plus de gens se mettent à en parler, donc je vais m'effacer un temps. La première fois que je me suis exprimé dessus, et ça c'était volontaire, je l'ai fait à Marseille. Il y a une dizaine de jours, dans le cadre d'une conférence absolument, au MUSEM à Marseille. J'ai tenu une table ronde avec quelqu'un de très intéressant qui est François Dumazy, qui est un historien spécialisé dans la période coloniale. Vous intervenez sur la Casbah, hors de nos frontières, mais pas ici. J'ai décidé d'intervenir d'abord en France parce que la question de Jean Nouvel, pour moi, pas la question de la Casbah, la question de l'arrivée de Jean Nouvel est une question française. Puisque le Wali d'Alger a dit, c'est pas moi qui le paye, c'est la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Tout à fait. Alors, parce que nous sommes un petit peu informés aussi, je vais donner moi ma lecture du sujet. Il y a eu une approche il y a 1 an et demi de la wilaya d'Alger envers la région Île-de-France, qui est présidée par Valérie Pécresse, sur les questions qui sont liées au patrimoine. Et tous, je pense, nous y avons vu exactement la même chose. Les Français vont enfin venir pour intervenir sur le tissu du 19e siècle. Partant du principe, pour le faire très vulgairement, ils sont partis en 62, ils ont pris le mode d'emploi avec eux. Nous n'avions pas les clés, nous n'avons pas les recettes. Et nous avons du mal aujourd'hui, 60 ans après. Ça y est, les toitures, ça commence à fuir, les balcons commencent à tomber. C'est l'âge des travaux, on va dire, en tout cas de réflexion. Du moins ce qu'il en reste. Et on s'est dit, bravo, ils vont venir, ils vont nous aider à reprendre ce tissu 19e qui représente une très très grande partie de ce qu'est l'hypercentre d'Alger. Vous disiez qui lui-même ne représente peut-être que 10% du territoire. Ouais, vous disiez dans une interview, récupérer la Casbah d'Alger est un sujet d'urbanisme avant tout. Bien sûr, c'est un sujet d'urbanisme. C'est un sujet d'urbanisme, et l'urbanisme est une sens complexe et complète, j'ai envie de dire, d'autant qu'aujourd'hui, l'urbanisme est considéré dans le numérique. Ça veut dire qu'on a reproduit une ville physique à l'intérieur du numérique. Donc aujourd'hui, c'est le monde numérique qui est en train de piloter le monde physique. Bon. Maintenant, je reviens à l'histoire de Jean Nouvel. Et donc on s'est dit, alors Jean Nouvel n'existe pas jusque-là, c'est vraiment, il y a une coordination qui est en train de se faire entre la wilaya d'Alger et la région Île-de-France. Ensuite, on va engager quand même l'Institut d'urbanisme de Paris, lui. Par contre, c'est la wilaya d'Alger, et donc le Trésor public, donc nous, qui allons les payer pour intervenir sur la Casbah. Mais personne n'en parle. Et Jean Nouvel va être l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on va parler de revitalisation de la Casbah, terme sur lequel moi, vraiment, je monte, je m'insurge. La Casbah est vitale, aujourd'hui. Ceux qui n'y vont pas ne savent pas qu'elle est vitale. Ceux qui y vont 1 fois par semaine, 1 fois par mois, eh ben, ils découvrent que la ville, elle est vivante. Oui, elle a les problèmes que nous connaissons. Oui, mais vous n'êtes pas pour une reconstruction à l'identique. Patrimoine vraiment qui est en train de se passer. Mais vous n'êtes pas pour une reconstruction à l'identique de la Casbah. Vous me disiez, mais qu'est-ce que l'authenticité de la reconstruction de la Casbah? Pour moi, le terme restauration de la Casbah d'Alger est anachronique. La restauration, c'est quelque chose qui s'applique beaucoup plus à un bâtiment qu'à un tissu urbain. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment, avant, il y avait un terrain nu, d'accord, et puis on a construit un bâtiment. Puis au moment où il se dégrade, on veut le restaurer à l'identique. Mais la Casbah n'a pas de version originale ou originelle. Comme la ville n'a pas de version originale, c'est une cité en mouvement. La Casbah s'est reconstruite sur elle-même plusieurs fois. Donc quand on dit on restaure la Casbah, on a envie de dire oui, mais quelle version? Celle de 62? Celle de 1830? Celle de 1515? Laquelle? Ça n'existe pas. Donc il faut intervenir sur la Casbah. Il faut restaurer des bâtiments dans la Casbah, probablement pas tous. Peut-être qu'il y en a qui ont une véritable charge patrimoniale, et les autres ne sont que des graineries à l'intérieur d'un patrimoine qui est le tissu. Par contre, le tissu, il faut le préserver. Bref. Et puis arrive cette histoire où, à un moment donné, travailler sur le tissu d'Alger, c'est un peu compliqué, ça avait l'air un peu compliqué. Et donc on a dit, tiens, on sort le truc de la Casbah. Et puis, les Français vont donner une liste d'une dizaine d'architectes. Ils vont dire, choisissez.
Donc on n'est pas dans le S-qualité pour l'instant. Parce que, a priori, les Algériens ont dit, donnez-nous des noms de grands architectes français. Et puis, il y a Christian de Portzamparc qui passait par là, il y a Perrault qui était dans la liste, il y avait, voilà, plein de gens. Et puis, il y a Jean Nouvel, comme ça. Alors, Jean Nouvel est un architecte extraordinaire. Il est Pritzker Prize, c'est la plus haute distinction qu'on puisse donner à un architecte. C'est l'équivalent du Nobel. C'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un qui m'inspire. J'aime aller 90% de son œuvre. C'est un des plus grands architectes du monde. Mais est-il autorisé à ce titre à intervenir dans la commande qui est donnée par nos autorités? Et c'est là où moi ça me fait un peu bizarre. C'est qu'on va demander à Jean Nouvel, architecte qui n'a jamais mis les pieds en Algérie, de produire une vision sur le futur de la Casbah d'Alger. Or, s'il y a bien une chose qui a été détruite par les Français, c'est bien la Casbah d'Alger, elle en a détruit le tiers. Donc, je dis, j'aurais préféré que les Français interviennent sur ce qu'ils ont construit et non pas sur ce qu'ils ont détruit. En demandant à un architecte tiers d'avoir pour les autorités une vision de ce que serait la Casbah d'Alger, c'est effacer 100%, non pas des architectes seulement algériens, parce que ce n'est pas une question d'architectes, des intellectuels, des poètes, des artistes et que sais-je, des citoyens algériens. On ne leur a pas demandé qu'est-ce que vous voulez que la Casbah devienne dans 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Et on va le chercher à l'étranger et on va se cacher derrière un Pritzker Prize. Alors je vais vous dire une chose, Jean Nouvel ne se déplace pas pour 800 000 €. Ça n'existe pas. Jean Nouvel travaille à partir de 20 millions d'euros. Donc il est venu, il a rencontré des oligarques, on lui a présenté les argentés de l'environnement, on va dire, pour parler un peu facile comme ça. Et donc lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais qu'est-ce qu'il va faire sur la Casbah d'Alger? Lui, alors on dit maintenant qu'il va intervenir sur le quartier de la Marine. Mais peu importe qu'il intervienne où il veut. Est-il légitime? Pourquoi il n'y a pas eu un concours national, international d'architecture sur la même question qu'on a posée à Jean Nouvel? Moi, je suis sûr que la réponse, elle n'est surtout pas chez Jean Nouvel. Elle est chez un gars de 30 ans. En tout cas, elle est chez un groupe, elle est chez un collectif, elle est dans une démocratie presque participative. Et dire qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Est-ce qu'on a envie d'en faire une cité universitaire, une cité touristique, ou un quartier d'Alger normal, traversable, avec une charge patrimoniale? Cette question devrait être posée dans le cadre d'une consultation ou d'un concours d'idées, de la manière la plus ouverte possible, parce que je suis presque certain que 80% de la réponse se trouve ici, entre nous. Alors si à la wilaya, ils n'ont plus de vision sur une question patrimoniale comme celle-là, ils n'ont même plus de vision sur les personnes qui, autour de nous, peuvent produire la vision. Parce qu'il faut la produire. C'est pas je l'ai, attends, ça y est, je me suis endormi, j'ai une vision, etc. C'est un sujet un peu complexe. On aurait bien voulu poser la question à Faisal Ouarad, qui, comme vous le savez, on le disait en début d'émission, directeur du programme d'appui à la protection et à la valorisation de notre patrimoine, du patrimoine bien sûr, et qui à la dernière minute n'a pas pu être des nôtres ce soir, malheureusement. Question-réaction, cultureclub@untv.dz. Je vais revenir à vous, Karim Bourfouf, mais également à notre troisième et dernier invité, la génération 2.0. La Casbah, demain, vous la percevez, vous l'approchez comment, vous en tant qu'architecte? La Casbah, beaucoup de personnes ont très bien parlé. Deleuze en parle très bien. Jafar Lesbet en parle très bien. À travers cette maison témoin dont il parlait ici même sur ce plateau il y a quelques années. Rachid Sebounbine, qui a créé l'atelier Casbah il y a 30 ans, en parle très bien aussi. Donc si on fait un peu le bilan un peu de tout ce qui s'est dit sur la Casbah, l'essentiel a été dit. Et l'essentiel des approches a été faite. Encore une fois, on ne doit pas la réduire à uniquement relever des murs ou dégager des placettes. Ça doit être un projet global qui intègre aussi bien les gens qui y vivent, les gens qui veulent y vivre ou les gens qui ne veulent plus y vivre. Et puis, on doit également intégrer l'activité de ces gens-là. Donc remettre, c'est un quartier, au même titre que les autres quartiers de la ville. Lorsqu'on va sur les cités dortoirs dont on parlait tout à l'heure, on regrette qu'on ait mis des murs
et des logements, souvent d'assez bonne facture, et qu'à aucun moment on ait pensé aux gens qui vont y habiter. Il suffit qu'il leur manque un pharmacien ou qu'il leur manque un coiffeur pour qu'ils se trouvent très très mal à l'aise. De la même manière, il faudrait aborder le problème de la Casbah en reprenant ce type de préoccupation. On ne peut pas évacuer cette partie fondamentale de l'équation. On ne peut pas la réduire uniquement à un bordereau de travaux à faire ou à défaire. Donc rétablir cette dimension humaine, c'est le fondamental. Elle répondrait presque également à la question que je vous pose. C'est celle qui nous a également fait le plaisir d'être avec nous à plusieurs reprises, du moins chaque fois qu'elle a été d'actualité. C'est Fatma Oussadir dans son ouvrage « Raconte-moi ta ville », un essai sur l'appropriation culturelle de la ville d'Alger. C'est paru aux éditions ENAG. Et elle disait justement dans son ouvrage « Alger, une ville en quête de statut, capitale politique. Alger est aussi la capitale culturelle de l'Algérie. Les équilibres semblent y être rompus entre la redécouverte de sa propre histoire, de ses propres traditions et le désir d'être dans un monde qui construit chaque jour une nouvelle modernité. Concrètement, la nature ayant horreur du vide, l'absence d'une gestion et d'une programmation de développement urbain a permis la création d'espaces construits illégaux, de grandes zones marchandes et aussi l'apparition de ce que les architectes appellent l'architecture trabandiste. Ça, je vous le conseille vivement, je le rappelle encore une fois, le livre de Fatma Oussadir, « Raconte-moi ta ville », paru aux éditions ENAG. Je vais revenir à vous, Shamseddine Benzitouni. Donc justement, votre rapport au vieux tissu de la ville, et en particulier de la Casbah, comment vous le vivez au quotidien? Alors au quotidien, je pense que c'est pas vraiment... Est-ce que vous vous y projetez aussi? Oui, tout à fait. C'est exactement sur ça que je voulais intervenir. Effectivement, un lieu comme la Casbah devrait raconter une histoire, mais surtout raconter un avenir dans lequel nous devons effectivement nous projeter. Mais je voudrais juste revenir aux événements qui se passent actuellement chez nous. Et je pense que l'Algérien de mon âge, de plus jeune et un peu plus âgé, a prouvé qu'il était hautement impliqué dans sa ville et dans l'urbanisme qu'il voulait avoir. Quand on voit tous les challenges qui se sont lancés sur les réseaux sociaux, toutes les idées qui sont nées sur des groupes de réflexion sur Internet et tout, les hashtags challenge, nettoyons tous nos quartiers, avant ou après les manifestations, décorant pour que ce soit joli, pour que les photos et les selfies, la culture du selfie, soient jolies. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on pourrait appeler, ce que Halim avait appelé concours d'idées, appel à participation, on n'est même pas obligé, à mon sens, d'intégrer que les professionnels du métier, ou des artistes, ou des porteurs de métier, mais tout Algérien, parce que même l'Algérien d'une autre ville est concerné par cette Casbah, à mon sens, pourrait et devrait participer. Et a aujourd'hui l'opportunité, parce que vous savez, le numérique, s'il a permis quelque chose dans ces civic tech, c'est de permettre à la personne la plus dépolitisée qui soit, d'être le plus grand des politiciens, parce que tout est à portée d'un clic. Je like, je partage mon avis, et je commente celui de l'autre. Je clique donc je suis. Je clique donc je suis, donc je m'exprime, donc je deviens politique, de fait. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que cette démocratie participative est facilement implémentable, surtout sur des projets comme ça, qui impliquent tout le monde. Parce qu'effectivement, demain, j'aimerais bien recevoir des amis d'à côté, de gauche ou de droite, ou du nord ou du sud, et les inviter à la Casbah pour visiter mon histoire, mais surtout leur raconter mon avenir là-bas. C'était justement la question d'un téléspectateur qui disait « Exposition éphémère d'art urbain, pourquoi ne pense-t-on pas justement à nos créateurs pour penser et repenser, intervenir justement dans la cité ?» comment dire, la réflexion de faire intervenir nos acteurs qui sont bien sûr, nos créateurs pardon, qui sont des acteurs actifs dans la cité. Oui, alors il faut faire très très attention à cette notion d'éphémère. Moi je crois qu'il faut investir les lieux. De toute façon, il faut investir les lieux. La nature est hors du vide, donc si vous n'investissez pas les lieux, eh ben, vous allez avoir du trash par terre. Bon. Ce que je voulais dire... la Casbah, c'est le seul lieu aujourd'hui dans le Grand Alger où vous pouvez, la Casbah de demain, où vous pouvez injecter un dinandier, un cordonnier, et entre les deux, vous avez une société digitale. Moi, je rêve d'une Casbah où, par exemple, le tiers serait du Airbnb.
presque on dirait aux gens, on va vous aider. Nous, on va vous aider à restaurer les maisons. Très bien, hein, j'utilise les bons termes, hein, restaurer les maisons, d'accord. Mais vous vous engagez pendant 20 ans pour les mettre en patrimoine locatif. Ça devient des immeubles de rapport. Et à la limite, je te trouve ton logement ailleurs s'il y a lieu. S'il y a lieu. Mais pour moi, elle est faite pour porter les graines ou les mèches de la ville de demain. Et si la Casbah d'Alger, on pouvait en faire un patrimoine connecté, on n'a plus besoin de cette histoire de Smart City. Hein, on en parlait tout à l'heure, il faut des Smart People pour faire des Smart Cities. Donc, la Casbah, ce ne sont pas des vieilles pierres, c'est de la mémoire. Les pierres, on s'en fiche. Moi, je suis pour rentrer un peu de béton, un peu d'acier, puis on met les choses, puisque de toute façon, les gars qui ont construit il y a 60 ans ou 70 ans à la Casbah d'Alger n'ont pas construit comme on a construit il y a 150 ans. Et ceux qui ont construit il y a 150 ans n'ont pas construit comme on a construit il y a 300 ans. Et donc, il faut être de son époque, ça, on l'a toujours dit. D'accord ? Mais la question du patrimoine et de la Casbah d'Alger, elle est comme tous les autres quartiers. Elle a juste un caractère patrimonial. On ne laisse pas intervenir n'importe quel technicien dans les soins qu'on va apporter à la vieille dame. C'est tout. Le reste, c'est exactement pareil. Pour moi, tout le monde doit rentrer sur la Casbah. Il faut en vider le tiers, oui, ou la moitié. Ça, c'est technique. Ce n'est que de l'ingénierie. Ce qui nous manque, c'est le projet. Je l'ai toujours dit sur ce plateau et sur d'autres plateaux. Il nous manque un projet Casbah. Il nous manque de nous entendre sur ce que nous voulons en faire. Et peut-être que la réponse, elle est simple. Hein. Elle est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît. Elle est dans un réaiguillage de la gouvernance. Qui décide ? Vous savez qu'à la Casbah d'Alger, dans les années 90, il n'y a pas eu de maire pendant 5 ans. C'était les années de terrorisme. Tout à fait. Le maire s'est barré parce que la Casbah est aussi une cité qui regroupe toujours, on va dire, des armées secrètes, hein, pour aller vite. Ça a été le cas pendant la révolution algérienne, la révolution d'indépendance. La Casbah est une cité légitimante. Elle est légitimante, la révolution algérienne. Un grand chef qui ne serait pas passé par la Casbah d'Alger est un imposteur. Ensuite, dans les années 90, c'est plutôt l'intégrisme islamique ou islamiste qui est passé dans la Casbah d'Alger. C'est une cité qui est très très difficile à prendre. Okay, et aujourd'hui, on a fait faire un petit sondage de radio-trottoir, très très rapide, pas très scientifique on va dire, mais ça nous a donné un petit peu la couleur de ce qui se passait. On a demandé aux gens, on disait si on te trouvait un logement décent et qu'on te déménage avec tes voisins, parce que c'est ça la clé, hein, il ne faut pas séparer le tissu social qui est à l'intérieur de la Casbah. Si on doit en déménager beaucoup, il faut prendre le tissu social et le réinstaller en voisinage. Et on a dit aux gens, si vous deviez partir, est-ce que vous partiriez, etc. Et le gars, il dit, mais n'importe où, même une HLM, même ce que tu veux. Donc, à peu près 80% des personnes interrogées, je ne dis pas 80% des habitants de la Casbah, désirent partir. Ils disent, non, c'est trop. C'est vrai qu'elle est surdense, c'est vrai qu'elle reste vitale. Donc, autant garder le maximum de gens à l'intérieur, le maximum qu'elle peut porter, hein, et projeter la Casbah d'Alger avec tout le monde. Mais moi, je suis sûr que la réponse, elle n'est pas chez un architecte. Elle n'est surtout pas chez un architecte. Et quand on parle de la Casbah, soit on en parle en tant que citoyen ou en tant qu'intellectuel, mais surtout pas dire « je suis autorisé à en parler parce que je suis architecte », sans quoi on laisserait Jean Nouvel, Pritzker Price intervenir dessus et puis ça s'arrête, quoi. La voix de la jeune génération pour finir, l'émission de ce soir, Sadeddine Bezitouni. Shamseddine, pardon. Je voulais juste dire, le terme revitaliser aussi m'avait un peu dérangé. Et puis, quand Halim, si tu me permets, t'avais dit la vieille dame, je pense qu'il ne faut pas employer ce terme, sinon on sera vraiment tenté par la revitaliser pour lui permettre encore de faire une autre période. C'est juste. Du coup, je propose de dire de ramener cette ville à notre temps et de lui permettre d'être notre locomotive pour la jeune maman. Voilà, c'est comme... Est-ce que je peux évoquer un petit point très rapide, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Là, on doit vraiment rendre l'antenne, Halim. Très rapidement, nous avons dessiné un projet, j'en ai beaucoup parlé sur ce plateau, sur cette émission, et on est peut-être au bout de la chose. On a redessiné la placette d'El Biar,
qui est votre quartier comme par hasard. Mon quartier de naissance dans lequel j'ai grandi, etc. Qui a été troué par une espèce de projet immonde dans les années 80 pour en faire un centre commercial qui n'a jamais marché. Et on nous a sorti des espèces d'édicules, d'escaliers sur les trottoirs. On nous a mangé nos trottoirs. Des cafés se sont transformés en vendeurs d'habits ou de tout et de n'importe quoi. Et donc on a ce projet de la Casbah, voilà, comme quoi c'est lié. Elle vous habite. De la placette d'Elbiar, où nous avons proposé de reboucher le trou tout simplement et puis d'éliminer ce faux centre commercial qu'il y a dessous. C'est des travaux qui durent 4 mois. C'est de la terre qu'on amène. On remet une étanchéité et on redonne la place aux gens. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné pendant 20 ans? Toujours un problème de gouvernance, c'est que les citoyens ne décident pas de leur environnement. Parce que les citoyens décident à travers leur maire qu'ils élisent. Qu'il y ait une véritable société le wali délégué, le wali, etc. sont nommés par décret. Ils ne rendent des comptes qu'au président de la République. Ils ne nous rendent pas des comptes à nous. Or, j'ai l'impression que c'est le peuple a le droit de décider où il veut vivre, comment il veut vivre et quel projet de société il veut amener. Voilà. Donc, je demande aux autorités qui sont là, celles qui sont encore là, je ne sais pas quand va être diffusée cette émission, mais je leur demande, laissez-nous travailler avec nos municipalités. On travaille gratuitement pour notre communauté. Laissez-nous. Les Elbiarois travaillent sur Elbiar, les gens de Cuba sur Cuba, les gens du Sendé sur le Sendé, les gens d'Aïtaïa sur Constantine, Annaba et dans la région du Grand Sud également. Parce que le projet est bloqué, sans raison, on a besoin de notre place. Donc, s'il vous plaît, les autorités, rendez-nous Elbiar. Merci beaucoup Halim Faïdi donc pour la thématique de ce soir. Patrimoine, je le rappelle encore une fois, un grain de poésie dans un monde de béton. Merci pour votre fidélité, mais également pour toutes vos questions sur cultureclub@20tv.dz. Quelques ouvrages qui m'ont beaucoup aidé pour la préparation du débat de ce soir. D'abord celui du regretté Jean-Jacques Deluz, Fantasme et réalité, réflexion sur l'architecture, plus actuelle que jamais. Je vous le disais, c'est aux éditions Balzac, je vous le conseille vivement. Comme celui de Fatma Saddir, je le rappelle encore une fois, Raconte-moi ta ville, c'est un essai sur l'appropriation culturelle de la ville d'Alger. C'est paru aux éditions donc Enag. Voilà, je vous le conseille. Il est réellement dans la perfection, cet éditeur qui a pour nom Zaki Bouzid, qui nous restitue également à travers une collection d'ouvrages d'excellentes factures, comme celui que je viens vous présenter ce soir, Universel Algérie, les sites inscrits au patrimoine mondial, donc aux éditions Zaki Bouzid par la même occasion. Alors pour sortir d'Alger, d'Oran, allons dans la région du Grand Sud à travers la présentation de cet ouvrage qui a été réfléchi mais également réalisé par l'association des Amis du Tassili Nadjer. Ça s'appelle Promenade au Tassili, c'est paru aux éditions ANEP. Par la même occasion, remercier cet électron libre du monde de l'architecture et de l'urbanisme qui n'est autre que Akli Amrouche qui nous propose également une excellente revue qui a pour titre donc Vie de ville, Hayat El Moudoun. Est-ce qu'une architecture globale existe? Grand point d'interrogation. Ça va certainement être, comment dire, le sujet d'une émission lors de l'organisation du, je le rappelle encore une fois, du mois du patrimoine. On a également eu du plaisir à le recevoir sur ce même plateau. Il s'agit de Ferrante Ferranti. Ça s'appelle Voyage en Algérie antique, un très bel ouvrage, paru aux éditions Actes Sud, mais réédité avec l'étroite collaboration, que dis-je, des éditions Balzac, avec des textes de Dominique Fernandez, Michel Christol, mais également notre Sabah Fardi national en vente libre chez les bons libraires. Un grand merci à vous, Halim Faïdi. J'espère vous recevoir bientôt, parce que l'année est encore longue, mon cher ami. Farid Bourfouf, à très bientôt, j'espère. Et puis, pourquoi ne pas intervenir sur d'autres quartiers, dans Alger, ou à Oran, ou à Constantine, ou sais-je encore. Mais un grand merci également à la génération qui porte également aujourd'hui plein de projets, portés à travers une voix, celle de notre troisième et dernier invité ce soir, qui n'est autre que Shamseddine Benzitouni. Je le rappelle encore une fois, fondateur de In Community. Une community. Co-fondateur. Co-fondateur, très bien. Voilà, mais vous êtes assez nombreux, je le rappelle encore une fois. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, mais je tiens par la même occasion remercier tous ces acteurs, ces agitateurs, entre parenthèses, ces intellectuels qui sont intervenus à plusieurs reprises sur notre plateau, mais qui, depuis que l'Algérie vit des moments assez particuliers, refusent de s'installer sur nos plateaux et sur nos fauteuils. Donc justement, n'oubliez pas que l'équipe de Culture Club ne nous les oubliera point. Un grand merci à ceux qui ont accepté d'être avec nous ce soir.
C'est d'abord une télévision publique sans démagogie aucune. Publique et pas étatique. Exactement. Gardons le contact sur la page de l'émission. Je le rappelle, à bon entendeur, bien sûr, une autre émission qui provoque également d'autres sujets d'actualité, donc cultureclub@20tv.dz. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, allez savoir, elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux, entre autres sur YouTube, Canal Algérie, en replay. Merci messieurs, merci à vous et puis à la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures, en nocturne bien sûr. Merci.